18h passées de 15 minutes au studio Kalangou. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro du Forum de la presse, le premier de l'année 2025. Pour ce 3 janvier, nous allons parler de la loi des finances 2025 équilibrée en recettes et en dépenses à 3033 milliards de francs CFA. Elle connaît une hausse de 4,13% par rapport à 2024. Ensuite, le Conseil des ministres du 31 décembre 2024 qui prévoit la soustraction de la profession de journaliste au régime d'imposition. Enfin, la qualification de l'équipe nationale MENA du Niger au CHAN 2025. Pour en discuter, je reçois Memouna Diado, journaliste indépendante. Bonsoir Memouna. Bonsoir. Hassan Boukara, journaliste à la radio alternative. Bonsoir. Bonsoir. Et le doyen Hussein Issa, journaliste indépendant. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Nafis Adam Sirfo à la modération. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Le Conseil des ministres du 31 décembre 2024 a adopté le projet d'ordonnance portant loi des finances pour l'année budgétaire 2025. Ainsi, le budget 2025 du Niger est équilibré en ressources et en charges à 3033 milliards de francs CFA contre 2913,6 milliards de francs CFA en 2024, soit une hausse de 4,13%. Ce budget prend en compte des orientations stratégiques en matière de développement inclusif et de stabilité budgétaire, indique le Conseil des ministres. Je commence donc avec vous, Hassan Boukar. Quelle est votre analyse de ce budget 2025 ? Merci beaucoup. Alors, la première chose qu'on dit, c'est que par rapport au budget écoulé, il y a une hausse de 4%. Je rappelle que le budget initial 2024 était de 2653 milliards, puis il y a eu donc des changements en cours d'année pour qu'il passe à 2913 milliards. Donc là, il y a une hausse, ce qui n'est pas nouveau au Niger quand on connaît l'histoire des lois des finances. Quel que soit le taux d'exécution d'un budget, le budget qui suit, généralement, il y a une hausse. Bon, c'est un message politique. Parce qu'on a une opinion qui pense que lorsqu'on passe d'un chiffre à un chiffre supérieur, ça montre qu'il y a des efforts au niveau du gouvernement. Donc, il y a cela. Maintenant, on sait aussi qu'il y a des charges de trésorerie de plus de 500 milliards. Ça montre que les ressources qu'on mobilise au plan national ne couvrent pas toute notre ambition. Ça veut dire qu'il faut s'endetter, en tout cas trouver des formules pour avoir plus de ressources et couvrir les besoins qui s'élèvent à plus de 3 000 milliards. Mais comme on le dit, le diable est dans les détails. Là, c'est juste en 2-3 paragraphes que le budget est résumé. Donc, il y a un certain nombre de questions auxquelles on ne peut pas répondre au stade actuel. Par exemple, quelle est la part du financement extérieur dans le budget? C'est une question essentielle. Le budget 2024 initial avait environ 40% de financement extérieur. Donc, ça veut dire qu'on s'endette, on est toujours en relation avec des partenaires extérieurs desquels on attend des ressources. Donc là, pour l'instant, on a besoin de ces informations et il faut forcément la publication de la loi des finances pour le connaître. Deuxième niveau de préoccupation, par exemple, les citoyens s'intéressent à combien d'argent on dépense dans des secteurs sociaux en matière d'éducation, éducation, santé. Ces informations, pour l'instant, ce qui est publié par le Conseil des ministres ne permettent pas de répondre. Donc, il y a un certain nombre de questions. C'est vrai que déjà le résumé dit qu'il y a des nouvelles taxes, un certain nombre de taxes. Voilà, on peut le comprendre d'une certaine façon parce qu'on a besoin de ressources. Quelquefois, on augmente. On peut retrancher des secteurs qui sont sur la fiscalité pour diverses raisons. Donc, il y a un certain nombre de choses qui ont été dites, mais sur lesquelles on n'a pas encore suffisamment d'informations tant que l'ordonnance portant loi des finances n'a pas été publiée. Donc, pour l'instant, on a juste quelques informations. Oui, il y a une hausse de 4%. Est-ce que cela pourrait peut-être même satisfaire les besoins budgétaires du pays sans l'apport des partenaires? Alors, ce que j'ai dit, c'est qu'il y a une hausse. Généralement, on a une hausse entre deux budgets. Donc, par contre, la hausse, on a du mal à dire d'où est-ce qu'elle vient. Par exemple, est-ce qu'on mobilise plus de ressources internes que le budget 2024? Est-ce qu'on reçoit plus d'argent qui vient de l'extérieur, que ce soit sous forme d'emprunt,
que ce soit sous forme de dons et legs qui viennent de l'extérieur. Et donc, peut-être que la hausse est due à ça. Pour l'instant, on ne peut pas répondre dès lors qu'on n'a pas tous les détails de l'ordonnance portant loi de finances. Mais sinon, par exemple, on a besoin de savoir ces ressources, vers quel secteur on les oriente. Ces dernières années, par exemple, un des secteurs qui demande le plus d'argent, c'est le secteur de la défense et de la sécurité. Est-ce qu'on aura plus d'argent pour la défense et la sécurité? Alors, dans le communiqué, on parle de dépenses relatives au pécule. On parle aussi de dépenses relatives à des secteurs comme la santé. C'est vrai, c'est des secteurs qui demandent des ressources. Mais encore une fois, il faut voir les détails pour dire, mais dans la santé, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on renforce le plateau technique des hôpitaux? Est-ce qu'on recrute du personnel et du coup, ça a une incidence sur les dépenses de personnel? Est-ce qu'on investit davantage sur le fonctionnement des services? Effectivement, beaucoup de questions, notamment, est-ce que la question de la cherté de la vie a été prise en compte, le chômage des jeunes? Voilà. Par exemple, toutes ces questions-là, il faut voir aujourd'hui, par exemple, alors, tout le monde dit qu'il y a le coût de la vie. Par exemple, est-ce que le gouvernement accepte de subventionner ou de diminuer la fiscalité dans certains domaines? L'exemple récent, sur le ciment, il a suffi d'agir sur la fiscalité, ça a réduit les prix. Est-ce qu'on verra dans les produits de première consommation? Il y a le carburant également. Voilà, on l'a vu. Dans les produits de première consommation, est-ce que l'État entend agir sur les prix de façon à réduire le coût de la vie sur le marché? Toutes ces questions, pour l'instant, on n'a pas les réponses. Beaucoup de questions qui restent sans réponse pour le moment. Alors, vous, doyen Ousseini Issa, comment vous appréciez cette nouvelle loi 2025? C'est que il n'y a pas les détails pour permettre d'apprécier à sa juste mesure cette loi de finances, n'est-ce pas? Ce n'est pas encore une loi de finances, le budget, ça n'a pas, parce qu'on n'a pas vu l'ordonnance, le projet, n'est-ce pas? On n'a pas encore vu le document qui détaille, n'est-ce pas? Maintenant, tout à l'heure, Abba a parlé d'un certain nombre de choses, la réduction de la tonne de ciment, comment on appelle ça, le carburant qui a été réduit. D'accord, le carburant, je suis tout à fait d'accord. Mais la priorité entre le ciment et l'alimentation. Qu'est-ce qui est prioritaire? Il y a combien de Nigériens qui ont des terrains qu'ils veulent construire? On peut les compter sur les bouts de doigts. C'est les gens qui ont les moyens déjà. Maintenant, il a également parlé de nouvelles taxes qui n'ont pas été spécifiées pour qu'on cherche exactement c'est quoi ces taxes-là. Et quand on voit le contexte dans lequel on évolue aujourd'hui, où tous les jours on est en train de demander aux citoyens de cotiser, n'est-ce pas? À travers le fonds de solidarité, à travers des mécanismes qui sont mis en place. Déjà que le coût de la vie a flambé. Ça a flambé exagérément. À l'époque, quand on achetait le sac de 25 kilos, ça faisait 11 000, 11 500. Aujourd'hui, il faut aller chercher ça autour de 17 000, 15 000, 17 000, voire 20 000 francs, n'est-ce pas? Maintenant, si c'est des nouvelles taxes qui viennent s'ajouter, et on constate qu'il y a une hausse de 4% environ du budget, qui passe de 3 000 et quelques milliards à 4 et à... De 2 900 milliards à 3 000, oui. 3 000 milliards. Maintenant, ces ressources-là proviennent d'où? Vont prévenir d'où? Justement. Qu'est-ce qui justifie cette hausse-là? C'est quoi les ressources? Certainement, je me dis, ce n'est pas les nouvelles taxes qui n'ont pas été spécifiées, parce qu'il faut spécifier. Quand on dit taxes, c'est les citoyens à la base qui payent ces taxes-là. Ce n'est pas des gens qui vont venir à l'extérieur. Maintenant, par rapport à l'apport, comment dirais-je, des partenaires financiers et techniques, d'habitude comme la Banque mondiale, on ne sait pas exactement c'est quoi qui a été décidé entre ces partenaires et l'État du Niger pour pouvoir hausser le niveau du budget à ce plafond. Voilà. Dans le Conseil des ministres, ils ont précisé que ce projet de loi est pris, il a pour ambition de relancer l'économie et accroître le pouvoir d'achat des populations dans un contexte marqué par des crises internationales. Le pouvoir d'achat des populations... Mais comment cela va se passer? Le pouvoir d'achat est déjà, comment ça s'appelle, dans les talons, complètement. Complètement, parce que aujourd'hui, quand vous prenez n'importe quel père de chef de famille, chef de ménage, vous l'interrogez, il va vous dire qu'il a des difficultés pour joindre les deux bouts. Parce que tout simplement, il n'y a pas une amélioration, comment dire, des revenus en temps, mais en plus, il y a des impositions qui sont faites
pratiquement sur toutes les prestations qui sont livrées. D'accord, on a réduit, comment dirais-je, les coûts les prestations dans le domaine de la santé. On a réduit, comment ça s'appelle, la tonne du ciment. Mais de l'autre côté, sur le plan alimentaire, parce que c'est ça que tout le monde en a besoin de ça au quotidien. C'est ça qui est incontournable. N'importe quel chef de ménage, quand il se réveille le matin, il n'a pas un franc en poche. C'est d'abord, la préoccupation, c'est de trouver à nourrir sa famille dans la journée. Alors, quand on met en place des mécanismes pour prendre de l'argent sans le consentement, parce que je dis sans le consentement souvent des citoyens, parce qu'on les impose comme ça, on dit voilà, c'est dans le cadre. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Initialement, quand on a mis ce fonds-là en place, on a dit que c'est de manière volontaire. Mais en fin de compte, c'est devenu autre chose. Ce n'est plus de manière volontaire. Maintenant, comment on va pouvoir mobiliser ça? Quels vont être, comment dirais-je, les impacts sur les populations, les consommateurs à la base? Parce que quand, dans un pays, l'État n'arrive pas à imposer aux commerçants, vendeurs d'aliments, ses propres mesures, c'est-à-dire les taux plafonds, les prix plafonds qui ne doivent pas dépasser, moi je dis que ça pose problème. Il faut arriver à mettre en place des mécanismes permettant d'amener ces commerçants-là à comprendre qu'on est dans une lutte souverainiste. Mais on ne peut pas laisser les gens faire à leur tête. Parce les que gens même parlent le ciment, des petites entreprises, de ne pas imposer sur les petites entreprises. Oui, mais non, mais quand moi j'ai entendu dans le Conseil des ministres qu'on a supprimé, qu'on a soustrait les journalistes. Oui, c'est d'ailleurs notre second sujet. Ok, oui. d'accord. Mais moi, j'aime bien dire, ce n'est pas les journalistes, c'est les interprètes de presse. Nous allons en arriver à ce sujet. Alors vous, Memouna, donc ce projet d'ordonnance portant loi des finances 2025 qui connaît une hausse de 4%, bien que c'est un projet qui n'est pas encore bien détaillé, quelle est votre perception de cette nouvelle loi? Merci Nafissa. Donc, je ne peux que joindre ma voix à mes deux prédécesseurs parce que là, ils ont pratiquement tout dit. Hein. Et à ce stade, comme l'a dit Abba, on ne pourra pas, en tout cas, faire autant de commentaires puisque jusqu'à présent, on ne connaît pas en fait les secteurs qui seront priorisés. On ne sait pas quel sera le montant peut-être alloué à tel secteur, tel secteur. Mais ce que je sais, c'est que la priorité aujourd'hui, il y a 2 priorités ou jusqu'à 3. Il faut d'abord prioriser donc la sécurité de tout le temps, depuis que cette insécurité, en tout cas, s'est installée au Niger. La première et grande priorité, c'est la sécurité. La deuxième priorité, c'est également mettre un financement au niveau du monde rural. C'est très important parce que quand on dit qu'il y a cherté des produits et tout, il faut également essayer de stabiliser le monde rural, de faire en sorte qu'il y ait plus de production de ce côté. Troisièmement, c'est vraiment investir au niveau de la santé. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de cette santé-là. Et pour finir, je me vois pencher vers l'éducation aussi. Parce que pour développer un pays, il faut également nécessairement qu'on se retourne vers l'éducation. Ce sont des secteurs clés. Ce sont des secteurs clés. Parce que par le passé, on a vu des secteurs qui sont des secteurs clés, mais qui n'ont pas bénéficié, en tout cas, d'un budget suffisants qui peuvent améliorer les conditions dans ce secteur-là. On a vu qu'il y a des budgets où c'était finalement adressé à d'autres secteurs qui n'étaient pas des secteurs en tout cas prioritaires. Donc pour ne pas aller dans le sens de la confusion, c'est pour cela que j'ai un peu détaillé pour dire que voilà en tout cas ce que la majorité ou bien les Nigériens attendent, que ces secteurs soient valorisés, ces secteurs comprennent qu'on injecte suffisamment de fonds
pour vraiment permettre aux Nigériens de connaître, en tout cas de savoir qu'il y a un changement, même si aujourd'hui c'est élevé à plus de 4%, qu'on sente que les 4% là qui a été augmenté ou ajouté, qu'il y ait un changement. Oui, Hassan, vous voulez dire? Oui, je veux dire, par exemple, quand on veut relancer l'économie, améliorer les conditions de vie des gens, l'État a entre les mains normalement beaucoup de solutions. C'est vrai que les conditions sont difficiles. Par exemple, lorsque l'État est capable d'engager des politiques de grands travaux, on les voit ailleurs, vous créez de l'emploi. Vous avez donc une main-d'œuvre qui peut accéder à des revenus et ces revenus sont réinjectés dans l'économie et l'État tire toujours des profits avec les taxes, etc. C'est des choses que ce qu'on appelle les keynésiens ont beaucoup développé. L'État peut s'endetter et investir dans des domaines qui ont réellement un impact sur l'économie nationale. Alors là, par exemple, une des difficultés qu'on a, je pense que le coût de la vie est aussi un peu lié à ça. Aujourd'hui, la principale voie de ravitaillement de ces pays en ressources, la voie n'est pas suffisamment sécurisée. C'est-à-dire que c'est la voie du Burkina. Pour l'instant, on est presque réduit à ça. Du côté du Nigeria, on a toujours les difficultés. Les frontières, la frontière Bénin-Niger qui est formée. C'est toujours difficile. La Libye est dans une situation extrêmement difficile. Le Bénin, qui est l'accès le plus facile, est toujours fermé. Donc, aujourd'hui, à mon avis, une des difficultés sur l'économie, sur la vie des gens, c'est que la principale voie de ravitaillement n'est pas opérationnelle, celle du Bénin. Et donc, on utilise une voie qui a ses contraintes. Cette voie du Burkina, on a beau investir en termes de sécurité, de mobilisation des FDS pour faire venir les marchandises, cette voie, elle a aujourd'hui ses contraintes. Et donc, dans ces conditions-là, il y aura toujours un coût sur le marché, les choses. Effectivement. Et les attentes de la population aussi sont énormes aujourd'hui. Les attentes sont... En fait, comme Hussein l'a dit, les principales attentes, les gens veulent manger à leur faim. Et donc, manger à sa faim, ça suppose que si les produits peuvent arriver avec une certaine aisance, une certaine facilité, forcément, ça a un impact sur le coût, sur les prix, sur le marché. Pour l'instant, c'est difficile. D'accord, oui. Pour contredire Maïmouna, par rapport à l'agriculture, j'ai dit non, c'est pas qu'on n'injecte pas l'argent dans l'agriculture, c'est que l'argent est détourné. Par qui? On a vu les 3 000 milliards dans ce pays-là. 3 500 milliards de francs CFA injectés dans l'agriculture. On n'a pas les preuves. Non, ça a été dit officiellement. Ça a été dit officiellement. 3 500 milliards injectés sur une période de 10 ans. Alors, l'argent là est passé où? On devait pouvoir créer les conditions pour une productivité importante. Mais malheureusement, des gens se sont amusés à détourner cet argent-là et construire des villas et des étages. Voilà ce qui s'est passé. Le tout n'est pas de dire il faut investir, il faut mettre. On met l'argent. Parce qu'on se dit que c'est des secteurs où, généralement, le monde rural, les gens ne vont pas faire grève. Ils sont là dans leur coin. Ils attendent la pluie. L'argent n'est pas sécurisé, n'est-ce pas? Nous attendrons donc les prochains jours pour voir dans les secteurs lesquels ce nouveau budget va intervenir. Nous passons au second sujet de ce forum, toujours en Conseil des ministres. Le projet d'ordonnance portant loi des finances 2025, adopté donc au Conseil des ministres du 31 décembre 2024, prévoit la soustraction de la profession de journaliste au régime d'imposition. Cette mesure vise donc à alléger les charges des journalistes dans un secteur déjà confronté à des difficultés économiques et une fiscalité jugée lourde, pensent certains hommes des médias interrogés. Elle répond donc à une préoccupation de longue date des organisations socio-professionnelles, des médias particulièrement dans leur secteur privé. Alors Ousseini, je reste avec vous. Quelle est votre appréciation de cette deuxième Je salue la décision. Je pense que c'est une décision louable. On a fait ce combat pendant des années. On a même eu à faire des grèves il y a des années pour amener, quand on voulait mettre les organes au réel. Et on est arrivé finalement à trouver un terrain d'entente, l'impôt synthétique qui est appliqué jusqu'à aujourd'hui, mais souvent sur la base, duquel les gens trichent. Oui, d'ailleurs, avant même d'arriver en profondeur sur cette question, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent? Qu'est-ce qu'on entend par soustraction de la profession de journaliste au régime d'imposition? C'est-à-dire ça a été mal formulé. Oui. Ça a été mal formulé. Qui ça concerne, oui? Non, parce que soustraction des journalistes. Bon,
Il y a des médias où il n'y a même pas de salaire. Il faut d'abord disposer d'un salaire pour que tu sois assujetti à payer des impôts. Mais quand c'est à la tâche que le journaliste paye, comment on peut lui dire de payer l'impôt, n'est-ce pas? Maintenant, dans les organes qui sont un peu organisés, on crée un mécanisme où on prend, comment ça s'appelle, l'UITS là. L'UITS, oui. L'UITS, n'est-ce pas? Maintenant, là où il n'y a pas, il y a rien. Il n'y a même pas ça, n'est-ce pas? Maintenant, il faut qu'il clarifie exactement qu'est-ce qu'il entend par les journalistes sont soustraits. Oui. Maintenant, si c'est les organes de presse, c'est l'impôt synthétique là, qui est payé annuellement, n'est-ce pas? Et que les gens peuvent payer par tranche au cours de l'année. Maintenant, on ne sait pas exactement parce que, les journalistes, est-ce qu'on a identifié ce qu'il y a comme journaliste pour savoir exactement c'est quoi le machin, la population des journalistes dans ce pays? Oui, c'est une lutte de longue date. Il y a même un comité qui avait été mis en place pour aboutir à le comité a été mis en place. Mais moi, j'ai dit une chose. Depuis hier, j'ai discuté avec des gens. J'ai dit c'est bien. C'est bien. Maintenant, peut-être que c'est une formulation, la formulation qui n'est pas bonne. On a dit les médias, les organes de presse, n'est-ce pas? Pas les journalistes, la profession de journaliste, non, les organes de presse privés, surtout. Il faut faire la part des choses. Les organes de presse publics ne sont pas dans le même panier, n'est-ce pas? Maintenant, ce que j'ai dit à la personne, j'ai dit c'est une bonne chose, mais il faut surtout créer, parce que la viabilité des organes de presse, ou la non-viabilité des organes de presse privés aujourd'hui, c'est le manque de publicité. C'est le non-accès à la publicité. Toute la publicité est concentrée entre, et partagée entre les organes, publics. Les médias audiovisuels et puis les médias, voilà. Les autres, on considère qu'ils n'ont pas accès et on considère que c'est une chasse gardée. Il y a une loi sur la publicité qui a été élaborée au niveau du CSC. Jusqu'à présent, cette loi n'a pas été promulguée. On ne sait même pas son décret d'application parce que, alors, à partir de ce moment, en quoi ça arrange les conditions de travail et de vie de ceux qui animent ces organes-là? En quoi? Moi, je ne vois pas. Je le dis haut et fort. Il faut cesser de jouer avec les mots. Si on veut créer les conditions pour que les organes... Parce que il faut avoir les ressources pour grandir. Quand tu n'as pas les ressources, comment tu peux grandir? On te dit simplement, peut-être tu ne vas pas payer l'impôt, on te soustrait du paiement de l'impôt. Mais quand tu n'as pas les ressources pour pouvoir continuer à animer l'organe, tu es obligé de mettre la clé sous le paillasson. Il faut créer les conditions pour que, au même titre que les organes publics bénéficient de l'amende publicitaire au niveau local, à ce même titre, les organes de presse privés aussi doivent, et l'État doit créer les conditions. Pour la subvention, mais justement, il faut que ces mécanismes soient mis en place. C'est ça seulement qui peut viabiliser la presse privée dans ce pays. Et je sais de quoi je parle. Et je parle sous le contrôle de Abba Hassan. On a fait des combats ensemble. Il sait de quoi je parle. On ne peut pas venir juste balancer et puis les gens se mettent à clamer de deux mains que voilà, ça va permettre. Ça ne va rien permettre. Absolument rien du tout, moi je le dis. Alors, ça va soulager un peu les patrons. Mais ça ne va pas soulager, ça ne va pas changer les conditions de vie. Oui, justement, mais Mouna, que ce soit les promoteurs ou bien les médias, quels sont aujourd'hui les avantages, quels peuvent être les avantages de cette décision? S'il y en a, oui. Les avantages, c'est que, quand on demande à une entreprise de ne pas payer l'impôt, je pense qu'il y a des entreprises qui payent beaucoup dans ce pays l'impôt. Donc, ça permettrait peut-être avec l'argent de l'impôt qui ne sera pas payé désormais, de peut-être arranger beaucoup de choses ou bien augmenter le salaire des journalistes parce qu'ils en ont besoin. Ou bien tout simplement de créer les conditions pour que à chaque fin du mois, que le journaliste qui anime ou l'animateur qui anime puisse avoir quand même son dû. Et faire en sorte également que l'entreprise peut-être puisse avoir l'équipement nécessaire parce que des fois c'est ça aussi qui manque. Il y a des organes de presse qui se disent organes de presse, mais quand tu rentres à l'intérieur, c'est des coquilles vides. Il n'y a pas véritablement
cette formulation d'organes de presse. Voilà, donc je pense que ça pourrait améliorer, de mon point de vue, ça peut améliorer beaucoup de choses au niveau de l'organe, parce que on vous allège, on vous soustrait définitivement des impôts, c'est pour que vous puissiez aussi avoir d'autres regards de là où vous pouvez investir l'argent. Les promoteurs, il s'agit aujourd'hui aussi aux promoteurs des télévisions de prendre des décisions pour améliorer les conditions de vie et de travail. Voilà. C'est justement ça, parce qu'en fait, c'est une lutte que ces promoteurs ont fait. C'est une lutte avec également, je me rappelle, avec d'autres syndicats des journalistes. Mais si aujourd'hui, c'est un premier appel déjà qui a été peut-être notifié par le CNSP, ça veut dire que c'est pas le moment de baisser les bras, c'est pas le moment d'acclamer, mais c'est le moment également de faire en sorte que les autres préoccupations, d'autres préoccupations soient également revues par le CNSP. D'accord. Alors, non, le CNSP. Je parle du CNSP. Alors, Hassan Boukar, donc le projet d'ordonnance portant loi des finances 2025 adopté donc au Conseil des ministres du 31 décembre 2024 prévoit la soustraction de la profession de journaliste au régime d'imposition. Comment cela va se passer selon vous? Alors, évidemment, comme mes prédécesseurs l'ont dit, la difficulté c'est que tel qu'il est formulé comme ça, on a du mal à comprendre la décision. Est-ce qu'elle vise les journalistes ou les promoteurs? Alors, les journalistes, normalement, ils sont censés payer l'impôt unique sur le traitement et les salaires, l'ITS. Normalement, ils sont censés payer. Pas tous les journalistes comme le doyen Hussein a dit. Non. C'est lié au salaire. C'est lié au salaire. Maintenant, comme Hussein l'a dit, c'est que vous avez des endroits où il n'y a pas de salaire. Donc, cette décision, si c'est le journaliste qui est visé, pour moi, elle n'a pas de sens. Ça n'apporte rien. Maintenant, est-ce que ce qui est visé par la décision, ce sont les entreprises de presse? Là, par exemple, il s'agit peut-être de créer un environnement qui soit favorable au développement des entreprises de presse. Sur cette question-là, je pense qu'il faut que les journalistes considèrent que c'est peut-être un déclic. Un déclic pour que ça puisse être la base d'un plaidoyer pour améliorer vraiment le secteur de la presse dans ce pays. C'est un secteur qui est aux abois. Le général Tchani a dit, lui il a poignardé le diable, donc il ne peut pas dormir tranquille. Les patrons de presse tirent le diable par la queue. C'est un contexte extrêmement difficile. Là, ce qui est au sein rappelé, il y a 25 ou 30 ans, qu'est-ce qu'on disait dans le journal? On dit, quand tu achètes un journal, tu as 4 à 5 personnes qui attendent, qui utilisent le journal pour leur passer. Donc, on n'achète pas le journal. C'est-à-dire que même si tu vends à 100%, ça ne paye pas un salaire. Et donc, ça pose la question des annonces. Les annonces aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où, pour les gens, tant qu'on ne voit pas Nourou Alam et son équipe autour d'un produit, les gens ne vont pas là. La presse écrite, c'est une photo. Les gens ne vont pas vers la presse écrite. Il faut donc qu'il y ait vraiment des annonces qui créent un environnement favorable aux entreprises de presse. Si on a un environnement favorable, si les journalistes ont des salaires dignes de ce nom, payer l'impôt n'est pas difficile. Donc, le problème aujourd'hui, c'est d'abord l'environnement, créer un environnement qui puisse permettre le développement des entreprises de presse. Pour l'instant, cet environnement n'existe pas. Même les chaînes de télé aujourd'hui. Mais on a un environnement totalement morose sur le plan économique. En dehors des services publics, des médias, la presse privée, vraiment aujourd'hui, elle est menacée. Elle est totalement menacée aujourd'hui pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous ne pouvez pas payer des salaires dignes de son nom, vous n'aurez pas des agents capables de venir faire le travail. Vous aurez des gens qui n'ont rien à faire, qui vont arriver. Ceux qui sont professionnels, qui pensent qu'ils ont du talent avant, ils ne viendront pas là où ils ne seront pas payés. Lorsqu'on dit d'un journaliste qu'il a 12, 13, 14, 15 mois d'arriéré, la question est vit de quoi? Vraiment. Donc, il n'y a pas d'organe dans ces conditions-là. Donc, dans un contexte comme celui-ci, moi je pense que penser aux médias, ce serait une bonne chose, mais ça veut dire qu'il faut créer les conditions où vraiment les médias peuvent se battre eux-mêmes, qu'il y ait le soutien à travers le fonds d'aide à la presse. Je pense par exemple aux médias communautaires, qui eux ne bénéficient même pas. Ces médias sont des atouts essentiels pour le développement d'un pays. Aujourd'hui, autant on se plaint
des grands médias qu'on ne contrôle pas, autant les médias communautaires sont des instruments très utiles dans tout le pays. À un moment, on parlait de 100, 120, 130 radios communautaires dans ce pays, qui sont partout là où on ne trouve pas les autres médias. Donc pour moi, on ne peut pas se développer sans une presse qui accompagne le développement. La presse joue un rôle essentiel. Donc, si on ne crée pas un environnement favorable... Quatrième pouvoir, comme on le dit. Voilà. Donc j'ose espérer qu'on n'a pas compris la décision. Voilà, on attendra aussi pour les prochains jours. Oui, voilà. Oui, mais la presse, en fait, la presse audiovisuelle aujourd'hui est menacée. Parce que quand vous regardez par les web TV... Effectivement, avec la création des web TV... Aujourd'hui, ce sont les réseaux journalistes sociaux, qui sont dans ces médias-là qui créent leur propre web TV. Parce que tout simplement, ils ne peuvent pas aujourd'hui de fonctionner, travailler plus de combien de mois sans être payés. Donc là aussi, il y a une menace qui est là. Parce que quand tu retrouves sur ton portable une web TV qui te donne l'information que tu veux, est-ce que tu as besoin aujourd'hui d'attendre 20h ou 20h15 pour suivre une information? Moi, je suis convaincu que nos États ont besoin de renforcer la presse traditionnelle, la radio, les télés, les journaux, parce qu'aujourd'hui, ils se plaignent tous les jours des réseaux sociaux. Or, une rédaction a un mécanisme de traitement de l'information. Il y a une responsabilité quand une information est diffusée. Sur les réseaux sociaux. Dans une évolution, voilà. Alors, nous attendrons donc la mise en application de cette soustraction pour être mieux édifiés. Nous allons observer une petite pause. Dernier sujet pour terminer ce forum de la presse. Les joueurs du MENA sont qualifiés à la phase finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025. La 5e fois et la 3e consécutivement, ils ont obtenu cette qualification dans une rencontre à retour délocalisée le vendredi 27 décembre dernier au stade Omnisport du 26 mars de Bamako en obligeant les éperviers du Togo au nul 0 but partout. Au match aller joué au stade de Kégué de Lomé le 24 décembre dernier, le Niger et le Togo se sont séparés sur un match nul 1 but partout. Le CHAN est prévu du 1er au 28 février 2025 en Tanzanie et Ouganda et au Kenya. Alors, un tour de table. Quelle est votre appréciation, Hassan? Peut-être vous suivez aussi le foot? Oui, je pense que c'est une bonne chose pour ce pays. On n'a pas la CAN, donc on se console du CHAN pour l'instant. C'est une bonne chose. Un des avantages du CHAN, c'est que ça permet aux joueurs locaux d'aller montrer leurs prestations, de se faire connaître par le public. Et donc, vous voyez bien, beaucoup de grandes équipes sont éliminées. Parce qu'en fait, vous avez des équipes qui reposent sur leurs joueurs qui sont dans les grands championnats européens, ailleurs, en Amérique latine, etc. Le CHAN repose essentiellement sur les joueurs locaux. Et donc, ça permet à des gens qui sont moins connus dans les grands championnats d'aller montrer ce qu'ils savent faire. Et donc, du coup, ça permet au Niger souvent de faire de belles prestations. Je crois que c'est le cas en Algérie. Une fois, je crois, on était parmi vraiment, on est presque au dernier carré. On a fait une très belle prestation en Algérie. Je me souviens de cette participation-là. Donc là, j'espère que le MENA fera de nouveau une belle prestation. On le souhaite, oui. Voilà. On a eu la chance d'être qualifié. Il faut se rappeler que c'est 2 matchs nuls. L'avantage que le Niger a eu, c'est qu'il y a un but à l'extérieur. Donc quand le Togo a reçu, en faisant 1-1, c'est que nous, on a l'avantage d'avoir un but à l'extérieur. Donc là, nous, on est suspendu. Finalement, on a joué le match au Mali. Et du coup, le Togo n'a pas pu revenir à ce score. Donc, du coup, ça fait l'avantage pour le Niger. Maintenant, ça veut dire qu'il faut se préparer. Lorsqu'on est qualifié dans ces conditions-là, oui. Donc et là, on l'a vu à la dernière CAN, presque tout le monde sait jouer au football maintenant. Donc, il n'y a pas de petites équipes sur le continent. Il y a des équipes qui ont brillé grâce à leurs joueurs locaux. Il faut bien donc préparer cette compétition-là pour qu'on ne fasse pas de la figuration. Voilà. Alors, à défaut de la CAN, le MENA est qualifié au CHAN pour la 5e fois. Alors, doyen, un souhait pour cette équipe, un mot? Mais plus qu'un souhait. Moi, je me dis une chose. Je souhaite que, en tout cas, la performance dont ils ont fait montre, même quand il faut nuancer, il faut qu'ils puissent maintenir. C'est à ce niveau que j'ai des doutes. J'ai des doutes parce que le plus souvent, on arrive jusqu'à un certain niveau et il y a un relâchement.
quand je me rappelle les années 80, avec Mena, comment ça s'appelle? Le grand Mena. Je me rappelle, les gens jouaient avec vraiment détermination et combativité et amour du pays. Mais qu'est-ce il n'y avait pas d'argent. Qu'est-ce qui a mené ce changement alors aujourd'hui? Mais ce qui a mené ce changement, c'est qu'à l'époque, les joueurs, en même temps, ils travaillaient, chacun travaillait, ils jouaient dans les clubs, les Diagondi, les Hacha, il y avait les championnats scolaires et tout. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Dès qu'on commence à dire que la personne sait jouer, la personne est performante, qu'est-ce qui se passe? Ça lui monte à la tête. Et il va considérer qu'il ne va pas, ou quand il est sélectionné dans un... Alors que, dis-toi bien que c'est le colloque de ton pays que tu défends. Quand tu vas à l'extérieur. C'était ça, la vision à l'époque. Aujourd'hui, de plus en plus. Moi, je me rappelle à cette époque-là, il y a des pays qui n'osaient même pas nous défier, y compris l'Algérie. Quand on dit qu'ils jouent contre le Niger, on a joué l'Algérie ici avec les Rabats majeurs, ici, n'est-ce pas? Avec les Belloumi, on a battu l'Algérie. On a battu, la Côte d'Ivoire même avait peur de nous, avec les, comment ça s'appelle? Voilà, n'est-ce pas? Le Mali également. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a aussi un travail à faire au niveau de la fédération? Le travail est fait. Au niveau de la fédération nigérienne du football. Le problème en matière de sport, le problème en matière de sport, il faut rester constant et évoluer. C'est-à-dire ne pas, au bout, entre deux échéances, flancher. C'est-à-dire que j'ai fait des efforts appréciables au cours de cette échéance-là, au cours de cette compétition, à l'occasion de cette compétition. La prochaine compétition-là, je vais montrer aux autres que je suis revenu beaucoup plus en forme que l'édition précédente. Mais malheureusement, chez nous, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils vont arriver jusqu'à un certain niveau et on les élimine. Le Bénin, le Togo, le Burkina Faso même, mais quand ils nous croisaient, c'était à l'époque. Les consoles du Burkina aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les étalons, quand tu vois les étalons, moi c'est ça, j'ai dit, il n'y a pas de constance, ils maintiennent pas le cap. On arrive à un niveau et brutalement. Et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour qu'ils atteignent ce cap-là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut? Oui. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut se dire que celui avec qui je suis sur le terrain là, il a 2 pieds. J'ai 2 pieds. Je suis ici pour gagner. Et je dois avoir le mental nécessaire pour lui montrer qu'il n'est pas plus performant que moi. D'accord. Voilà, c'est le problème, ça manque. Mais l'autre chose qu'on voit aujourd'hui, on a des pays dans lesquels le championnat national est très rehaussé. C'est-à-dire que vous êtes en concurrence permanente face à des équipes. Ça permet de se performer également. Il faut être performant. À l'époque, il y avait ce championnat-là. Quand on dit derby Sahel olympique, le stade municipal là était rempli. Quand on dit Zumunta, quand on dit liberté, c'était rempli. Tout simplement, Nassara, Zander et tout ça. Mais alors, aujourd'hui, moi, quand je joue, je me dis, mais est-ce que c'est souvent quand on leur souhaite bonne chance. Vous, Memouna, en un mot, bien que... Ce que je pourrais dire, en fait, c'est vraiment, comme l'a dit Hussein, il faut que l'équipe garde sa performance. Voilà. Il faut que, parce que est-ce que c'est pas depuis 2013 le Niger n'arrive pas à être dans la compétition de CAN, à être quand même sélectionné au niveau de la CAN, mais je me pose toujours des questions. Mais qu'est-ce que l'équipe du Burkina Faso valent plus que l'équipe du Niger? Il faut un travail. Qu'est-ce qu'aujourd'hui l'équipe du Mali, par exemple? Parce que en fait, on devrait, le MENA devrait quand même être leader. Rester en face pour pouvoir se dire, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce que ces équipes-là, avant, quand c'était quand même le Niger qui était dans ces compétitions, on ne parle pas du Mali, on ne parle pas du Burkina Faso, mais aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça a fait? Donc, c'est vraiment d'abord la motivation. D'abord, comprendre qu'on ne joue pas seul. Ça veut dire qu'on ne joue pas pour toi seul. Mais tu défends les couleurs. Mais est-ce que vous pensez que ces joueurs-là, toutes les conditions sont réunies pour qu'ils atteignent ce niveau dont vous parlez? Je pense que quand on dit même conditions, là, c'est ça même qui nous met en retard.
Parce que les gens, oui, parce que en fait, quand tu attends les conditions, ça veut dire que tu ne pourras jamais avancer. Tu ne pourras jamais avancer. Donc, il faut créer soi-même les conditions pour pouvoir avancer et parce que avoir des alternatives alors. Avoir des alternatives et avoir un objectif. Est-ce qu'aujourd'hui on se bat pour être seulement sélectionné au niveau de Chan ou bien on se bat pour être sélectionné parmi les grandes équipes qui vont à la CAN. Mais c'est ça en fait. C'est ça aussi. Parce que il ne faut pas que chaque fois on jette la pierre au niveau donc du staff pour dire que peut-être c'est le staff qui ne fait pas son travail. Non, mais quand les concernés aussi, même, oui. quand les concernés aussi ne font pas leur travail, il faut dire que eux-mêmes ils sont pas dans cette situation de compétition parce qu'on a comme l'impression que quand ils sont sur la pelouse en train de jouer, des fois on remarque un relâchement, c'est-à-dire que c'est comme si c'est des jeunes qui sont là pour amuser la galerie et non pas être dans une compétition. Il faut donc que ces joueurs redoublent d'efforts. Redoublent d'efforts. Oui, Hassan, vous vouliez dire je veux dire, une équipe, c'est aussi un encadrement. Moi, chaque fois que je vois l'entraîneur Harouna Abdullah, je me dis, malheureusement, nul n'est prophète chez soi. Voilà ce monsieur qui a qualifié le Niger pour la première fois à la CAN. Oui. On ne lui fait jamais suffisamment confiance, c'est l'impression que j'ai. Quand on fait venir un entraîneur d'ailleurs, qui connaît moins les jeunes, parce que lui, il les voit évoluer chaque fois. Chaque fois, j'ai du mal pour ce monsieur. Je me dis, ce monsieur, on aurait pu mieux le promouvoir, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui finit par avoir des résultats. Mais malheureusement, comme on le dit, nul n'est prophète chez soi. Moi, j'ai toujours de la peine quand je vois. Il faut reconnaître alors les efforts, voilà, oui. Je n'ai pas l'impression qu'on lui connaît suffisamment ses valeurs. C'est vraiment le mérite, moi. Comme Abba est là, il faut qu'on essaie de plaider pour le budget. Pour le budget, pour mettre les moyens, ce n'est qu'une partie. Pour mettre le MENA ou le staff là, pour qu'on puisse renforcer également dans les meilleures conditions. Parce que quand on parle un gaillard. C'est là donc la question des conditions revient. Comment quelqu'un qui a pendant 90 minutes. Non, il faut prendre même 90 minutes, 45. C'est là où on parle donc des conditions. Donc à la fédération vraiment de revoir. Ce n'est pas une affaire de fédération. D'abord, moi j'ai dit, c'est d'abord au niveau de l'encadrement. J'ai beaucoup de respect pour Harouna. Je sais de quoi il est capable. Il connaît le mental des joueurs. Mais à chaque fois qu'il arrive à un certain niveau, on les dégage, on amène. Alors que lui, on ne lui a jamais fait un salaire. Il n'a pas l'appui donc. Mais pourquoi on va aller chercher quelqu'un d'autre, un blanc qui va venir le complexe de quelqu'un qui vient d'ailleurs. On a ce complexe. Or lui, il voit évoluer les joueurs depuis leur temps d'enfance. Il les connaît très bien, ces joueurs. Il est capable vraiment de mettre en place une équipe parce qu'il connaît les capacités. Mais alors, on va faire venir quelqu'un qui va composer une équipe. Beaucoup reste à faire donc dans le domaine du football nigérien, mais en attendant, nous souhaitons donc une très bonne chance à cette équipe du MENA donc pour le CHAN qui est prévu du 1er au 28 février 2025 en Tanzanie, en Ouganda et au Kenya. Et c'est ici donc que se referme ce premier numéro de l'année 2025 du Forum de la presse. Merci donc pour vos commentaires, analyses et appréciations. Memouna Diado, journaliste indépendante, Ousseini Issa, journaliste indépendant également, et Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas les programmes des jeunes les samedis et dimanches dès 17h avec l'actu des jeunes, suivi de Tous à la Fada, et les forums en Hausa et Zerma les samedis et dimanches à partir de 18h15. La technique est assurée par Amina Hassan. Je suis Nafisa Adam Sefo à la modération. Très bon week-end à tous. Au revoir.